va parler maintenant de la voiture électrique. Quand la voiture électrique court-circuite le thermique, on dit depuis des années qu'elle va triompher des véhicules thermiques, réputés évidemment d'ores et déjà caducs. La voiture électrique peine quand même, on le voit encore, à triompher dans les foyers français, des coûts importants, un certain nombre de raisons qu'on va évoquer avec nos invités, dont je cite le nom à présent. Il s'agit d'Éric Gueigneux, Frédéric Soumaniac, Julien Villalongue. Et cette table ronde est modérée par le directeur de Touléco, Martin Mazal. Bonsoir à tous, bonsoir Emmanuel. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc nous avons avec vous trois intervenants, Éric Gueigneux, Frédéric Soumaniac et Julien Villalongue. Messieurs, bonsoir. Un premier tour de table ronde pour vous présenter tout d'abord. Éric Gueigneux, vous êtes le fondateur et président de The Watt. À vos côtés, nous avons Julien Villalongue, directeur de Léonard au sein du groupe Vinci. Léonard est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe. Et enfin, Frédéric Soumaniac, vous êtes le directeur du pôle appui aux régions au sein du programme mobilité électrique d'Enedis. Messieurs, avec vous, évidemment, comme l'a souligné Emmanuel, nous allons parler de la voiture électrique. C'est vrai qu'on l'attend depuis un petit moment, depuis près d'une dizaine d'années maintenant qu'on en parle. Et puis elle arrive, mais elle arrive quand même à petite vitesse. Alors, on va voir avec vous pourquoi d'abord. Julien, on va commencer avec vous. Prenez le micro. Parmi les missions de Léonard, la plateforme que vous dirigez, vous avez lancé une action de prospective autour de la mobilité du futur, véhicules électriques, véhicules autonomes également. Alors, plus globalement, quel est le constat ? Bonsoir à tous. Effectivement, Léonard, c'est un outil qui a été mis en place par le groupe Vinci et qui a à la fois pour but d'éclairer les grandes transformations de la ville et des infrastructures, donc le sujet des mobilités, mais les transformations digitales, l'impératif climatique par exemple, et en même temps d'accompagner un certain nombre de projets innovants pour apporter des solutions en regard de ces grandes transitions. Alors le constat peut-être que nous faisons sur ces nouvelles mobilités, c'est que, vous l'avez dit, on l'aborde sur le sujet de la mobilité autonome, comment on va potentiellement transformer les flux de mobilité en flux de mobilité autonome. Des mobilités connectées, de plus en plus d'objets connectés, à la fois dans le véhicule et dans l'infrastructure, pour faire en sorte d'améliorer la fluidité, la sécurité, la performance de notre mobilité, et bien sûr la mobilité électrique. Alors, pour répondre très précisément sur le constat que nous faisons et pourquoi on s'intéresse au sujet de la mobilité électrique, alors l'interrogation générale, c'est quand c'est que ça va arriver, ces sujets. Et le constat que l'on fait, c'est que c'est très conduit, drivé, pour prendre en mauvais terme en français, par la réglementation. Et la réglementation, elle nous dit quand c'est que ça va arriver. En France, c'est 2040. En 2040, il n'y aura plus de véhicules thermiques en vente. À Paris, c'est même avant, c'est 2030, 2024 pour le diesel. Et si on prend une focale un peu plus large européenne, les premiers à faire le switch, enfin à faire la grande transition sur les véhicules autonomes, c'est la Norvège de mémoire qui a pour objectif de convertir l'ensemble de sa flotte en 2025, enfin les nouveaux véhicules. Donc on va dire, on n'a pas le choix en fait. C'est plus de la prospective. Prospective, c'est gérer l'incertitude. Là, il y a une certitude, c'est le rythme auquel les nouveaux véhicules vont devoir s'adapter à cette nouvelle réglementation. 2025 pour les plus tôt, 2040 en France, 2030 même pour la région francilienne. Et donc c'est pour ça qu'il nous paraît important d'apporter des solutions pour être au rendez-vous de ces jalons qui sont déjà fixés, notamment par la réglementation européenne. Alors on voit qu'il y a des échéances qui arrivent. Vous me dites 2024, 2025 pour le diesel à Paris, c'est ça ? 2024 pour le diesel à Paris, oui. C'est demain, si on regarde bien. Oui, ça va aller très vite. D'accord, il faut absolument que je change de voiture. Finalement, quels sont les freins que vous avez constatés par rapport à cette velléité des villes aujourd'hui pour qu'on ait un développement beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui ? C'est important ces freins parce que ça nous permet d'identifier les points sur lesquels on va devoir réfléchir, apporter des solutions. On en a identifié, me semble-t-il, 3. Le premier, aujourd'hui, c'est le coût d'un véhicule électrique. Aujourd'hui, un véhicule électrique, au-delà des subventions qu'il peut avoir, il est plus cher qu'un véhicule thermique.
à gamme équivalente. Le deuxième frein, nous semble-t-il, c'est la densité des points de recharge. On n'a pas une densité des points de recharge qui permet aujourd'hui à un conducteur qui voudrait faire un transfert vers un véhicule électrique d'être suffisamment assuré de trouver un point de recharge comme il pouvait trouver peut-être un point de station-service. Et le troisième frein, nous semble-t-il, c'est le rayon d'action limité de ces véhicules. Aujourd'hui, on se situe entre 400 et 500 km d'autonomie. Alors c'est déjà beaucoup, mais par rapport à certains véhicules qui sont maintenant sur le marché, ça reste potentiellement des rayons d'action qui sont plus limités que le véhicule thermique. Et c'est sur ces trois leviers qu'on souhaite développer des solutions pour répondre et accompagner, accélérer la transition qui est devant nous. Alors, je vois votre voisin opiné du chef, Frédéric Soumaniac. Je rappelle que vous travaillez sur le programme mobilité électrique d'Enedis sur les 25 régions de France. Donc, vous êtes réellement partout. Déjà, est-ce que vous partagez le constat fait par Julien sur cette mobilité électrique et finalement, d'une façon plus globale, quelle est à vous, chez Enedis, votre stratégie sur le sujet ? Alors oui, je crois qu'on partage le constat de l'échéance. Par contre, on n'a pas d'idée de la pente. En fait, la difficulté aujourd'hui, on voit bien quels sont les horizons. Nous, on travaille sur des scénarios à 9, 12, 15 millions de véhicules en 2035. Donc ce qui rejoint à peu près ce qui a été dit. Maintenant, donc du coup, pourquoi Enedis s'intéresse à la mobilité électrique ? Enedis, évidemment, c'est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en France. 95% du territoire en moyenne est basse tension. Donc toute cette mobilité électrique, là on parle des voitures, mais il y a des bus, des bateaux, il y aura peut-être des camions. Enfin, c'est pas que le véhicule électrique, évidemment, ou la voiture électrique en tout cas. Et donc toute cette mobilité électrique que l'on envisage, donc très nombreuse, je vous le disais, en dizaines de millions de véhicules, il va falloir les connecter au réseau. Et donc notre travail, nous, c'est bien évidemment de faire en sorte que Enedis ne soit pas un frein et au contraire plutôt un accélérateur de la mobilité électrique pour pouvoir faire en sorte que tous ces véhicules, tous ces objets électriques puissent se recharger sur le réseau, quel que soit le type de véhicule, bien évidemment, et la puissance nécessaire pour les recharger. Alors concrètement, ça passe par quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, nous, au sein du programme Mobilité électrique, d'abord, pour nous, c'était tout à fait naturel de créer ce programme parce que la stratégie d'Enedis, en fait, s'appuie sur trois piliers, transition énergétique, transition numérique et proximité avec les territoires. Et on voit bien que la mobilité électrique, elle adresse ces trois piliers, évidemment. Donc, on a créé le programme il y a 1 an et demi, et avec pour ambition, justement, de préparer l'arrivée de la mobilité électrique à grande échelle. Alors aujourd'hui, effectivement, on est plutôt sur des projets individuels, quelques grands projets d'agglomération et de communes, mais globalement, je ne sais pas, pour situer aujourd'hui, il y a 38 millions de véhicules qui circulent en France, il y a 260 000 voitures électriques ou hybrides rechargeables, mais avec une progression très importante. Et vous parliez des bornes de recharge, les bornes de recharge accessibles au public, c'est à peu près de l'ordre de 35 000, je crois, à peu près. Donc effectivement, pour nous, il est fondamental de travailler avec l'ensemble des parties prenantes de la mobilité électrique, les collectivités territoriales, les entreprises, le monde académique, pour pouvoir justement co-construire avec l'ensemble de ces parties prenantes les solutions qui vont permettre, quels que soient les cas d'usage, qui vont permettre d'accueillir cette mobilité électrique quand elle va arriver vraiment. Et là, je crois qu'on partage vraiment ça, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, ça va vraiment arriver. Donc nous, depuis 1 an et demi, et on le partage ici, en l'occurrence à Toulouse, vous le disiez, j'ai la chance de pouvoir travailler dans avec les 25 directions régionales d'Enedis, et il y a un certain nombre de projets. On a aujourd'hui plus de 200 projets en France, réalisation ou projets sur l'ensemble du territoire. Alors, on était à 180 la semaine dernière quand on a préparé cet entretien. Donc, ça veut dire que ça bouge. On revient juste une dernière fois sur les scénarios. Vous me dites actuellement 250, 260 000
véhicules électriques. Oui. Et le but, c'est de faire 15 millions à l'horizon 2035. Ouais, alors, ça veut dire que là, il va falloir quand même mettre un petit peu les watts pour parler crûment. les watts sont là, il n'y a pas de problème. C'est évidemment pas un problème de production. Nous, en fait, pourquoi on travaille sur ces visions un peu lointaines, hein, mais qui sont indispensables, puisque nous, nos investissements sont évidemment des investissements à moyen et long terme, vous imaginez bien. Donc pour nous, c'est extrêmement important de scénariser un peu l'arrivée de ces véhicules et surtout de voir comment ils vont arriver, avec quel type de recharge. Parce que aujourd'hui, le réseau, c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il va tenir et est-ce qu'il va être en capacité d'accueillir ces 12-15 millions de véhicules à l'horizon de 2035 ? Donc oui, nous, on est plutôt serein là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, on a l'expérience des énergies renouvelables. On a raccordé, on continue de raccorder du photovoltaïque, de l'éolien. Et croyez-moi, c'est des investissements bien supérieurs à ce qui sera nécessaire pour le véhicule électrique. Deuxièmement, on a évalué à peu près que sur les 10 à 15 ans qui viennent, c'est 10% à peu près de nos investissements en plus pour accueillir cette mobilité électrique. 3,5 milliards d'investissements par an chez Enedis. Donc vous voyez, 10%, c'est un coût, hein, on est d'accord, mais c'est en tout cas pas inatteignable, loin de là. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de voir localement, parce que nationalement, le réseau, il n'y a aucun souci, il est dimensionné. Il n'y a pas de problème, mais il peut y avoir, et c'est tout l'intérêt des travaux qu'on mène aujourd'hui, il peut y avoir sur certaines aires d'autoroute, par exemple, qui pourront être on va dire en difficulté à un moment, c'est là qu'il va falloir qu'on investisse, et donc on s'y prépare. Alors on en parlera justement tout à l'heure avec Julien pour les aires d'autoroute, puisque Vinci, évidemment, est un peu concerné. Simplement, on parle de bornes de recharge. On a la chance d'avoir avec nous Éric Gagnu, qui est le fondateur et le président de The Watt. Et votre projet, justement, on est en plein dans le thème, puisqu'il consiste au déploiement de recharge de véhicules électriques, mais alors pas n'importe où, puisque vous, les recharges, vous les faites sur les lieux de travail, les lieux de commerce et les lieux de loisirs. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, oui. Bonsoir à tous. Donc effectivement, alors on s'est occupé chez The Watt d'apporter une réponse à un des freins que vous évoquiez là, qui est effectivement la présence d'un maillage de bornes de recharge. Et on s'est occupé du frein au niveau des entreprises. C'est-à-dire les entreprises disaient comment j'installe les bornes, comment je les gère, comment je les maintiens, comment je gère l'accès à la recharge à mes salariés, est-ce que je les fais payer, est-ce que je les fais pas payer, comment, une fois qu'ils ont les bornes dans l'entreprise, qu'est-ce que je fais pour les faire circuler en dehors de l'entreprise, comment je vais pouvoir recharger aussi sur toutes ces bornes de voirie. Et donc, on a créé une offre de service qui gère tout ça pour les entreprises, les grands groupes, les petits groupes, les ETI, les administrations, les PME. Et aujourd'hui, la solution est très appréciée puisqu'on s'est très bien développé. Et on gère aujourd'hui 4000 points de charge sur des sites d'entreprise sur environ 400 sites. Alors, société qui a démarré en 2015, ça veut dire que le déploiement est quand même assez important aujourd'hui. Et puis, vous parlez des entreprises, mais pas seulement, puisque vous êtes également sur les lieux de commerce et les lieux de loisirs. Oui, tout à fait. On a aussi développé une offre sur la partie centres commerciaux. On équipe un certain nombre de centres commerciaux en région parisienne et dans le nord de la France. Et on équipe le parking visiteur de Disney, on équipe des cinémas. Effectivement, par extension, ces mêmes exploitants se sont posé la question comment je fais pour mettre des bornes à disposition de mes clients, cette fois-ci. Et on est arrivé avec une solution clé en main qui a beaucoup plu. Alors, on a parlé des frais et des potentiels. Quel est votre avis sur le sujet ? Est-ce qu'on est dans le bon timing ? Est-ce qu'il y a encore des freins à lever ? Et quel est le potentiel ? Alors, je rejoins mon collègue sur les freins. Effectivement, ces 3 freins sont les freins principaux, mais ils sont en train d'être levés, puisque quand même, il faut dire qu'en 3 ans, la Zoé est passée de 20 kWh d'énergie embarquée à 52 kWh. Donc on est passé de 120 km à 350, 300-350. Donc effectivement, on va pouvoir aller plus loin avec un petit véhicule. Le prix reste un sujet, je suis tout à fait d'accord. Là, aujourd'hui, on attend des véhicules meilleur marché et on espère que ça va se développer. Avec l'obligation réglementaire des
des constructeurs d'avoir des ventes qui soient moins émettrices de CO2, il va y avoir plus de facilité à acquérir un véhicule électrique. Et effectivement, alors les bornes de recharge aujourd'hui, c'est de moins en moins un sujet, je pense, puisqu'il y a un réseau public qui existe. On citait le chiffre des bornes accessibles au public. On peut aujourd'hui se recharger sur autoroute, on peut se recharger dans les départements, même des départements très ruraux. Donc c'est en train d'être, ce maillage est en train d'être amélioré, augmenté, mais c'est un frein qui se lève de plus en plus. Et d'ailleurs, nous, on le voit au niveau de l'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises équipent leur parking de bornes de recharge, et ça devient de moins en moins un sujet. Donc, on attend surtout les constructeurs sur l'aspect prix, de façon à avoir un véhicule qui soit abordable, parce qu'il faut dire, c'est vrai que le véhicule électrique rend moins de service qu'un véhicule thermique, puisqu'il va un peu moins loin. Donc voilà, il faut qu'il y ait un peu un équilibre qui se situe à ce niveau-là. Mais on espère que 2020-2021, ce sera le vrai décollage. Alors, puisqu'on parle justement du coût, Julien Villalon, quelles sont les solutions technologiques sur lesquelles vous travaillez pour faire diminuer les coûts déjà peut-être ? Alors, on déploie un certain nombre de bornes. Vous mentionnez les aires d'autoroute. On est maître d'ouvrage délégué sur un certain nombre de ces opérations pour équiper des aires d'autoroute avec des chargeurs de haute capacité aussi pour répondre à des demandes très rapides. Donc ça, c'est l'actualité, c'est à technologie constante. Dans notre rôle, c'est un rôle chez Léonard plus de prospective. Il y a deux sujets qu'on regarde. Alors pourquoi ça coûte cher en véhicule autonome ? C'est surtout la batterie. Alors c'est un coût économique, ça coûte cher une batterie. C'est un coût aussi écologique. C'est le fait de produire la batterie en elle-même, pas forcément l'électricité et la mobilité, mais les grosses batteries sont potentiellement un sujet écologique. Et donc ce qu'on regarde, c'est comment garder des batteries de 50, 60 kWh et garantir, donc ils garantissent à la fois un coût modéré. Ça ne sert à rien potentiellement de passer sur des capacités plus élevées. Ça baisse aussi le prix et le poids du véhicule. Et donc notre sujet, c'est avec ces véhicules, comment on peut leur garantir une autonomie, un rayon d'action plus important. Alors il y a deux sujets sur lesquels nous travaillons, c'est des sujets un peu plus prospectifs avec un certain nombre d'expérimentations. Le premier, c'est ce qu'on appelle des batteries as a service, donc c'est des petites batteries complémentaires que vous voulez plugger sur le véhicule. Alors, ça peut prendre la forme d'une remorque par exemple sur le véhicule et ça vous permet de venir faire 300, 400, 500 km supplémentaires par rapport à la capacité nominale de votre véhicule. Et quand on sait qu'un véhicule électrique, en fait, il a besoin d'une autonomie de plus de 300 km, en général entre 5% de son temps d'usage, donc c'est vraiment très limité, ça ne sert pas forcément à grand chose d'avoir des grosses batteries quand on a ce chiffre en tête. Et donc le sujet, c'est de développer ce type de service, par exemple sur les autoroutes qu'on peut opérer. C'est un sujet aussi parce qu'il va falloir charger tous ces petites remorques en même temps, donc c'est un sujet pour l'opérateur de distribution d'énergie. Et comme ça, on va pouvoir garantir à quelqu'un qui a un usage urbain, périurbain de son véhicule en semaine, la possibilité de faire en Toulouse-Bordeaux ou en Toulouse-Méditerranée et revenir sans aucun problème et laisser la petite remorque à la sortie d'autoroute, par exemple, sur le sujet. Le deuxième type de solution technologique que l'on étudie, elle est encore en expérimentation, celle-ci, c'est ce qu'on appelle la charge dynamique. C'est la capacité de charger votre véhicule, non pas à un point de charge, mais en roulant. Alors il y a plusieurs types de solutions qui vous permettent de faire ça. Il y a des solutions avec des caténaires, donc ça ressemble un peu dans le train. C'est difficile parce que c'est difficilement interopérable en termes de véhicules. Il y a des solutions où vous avez un petit sabot qui vient se plugger sur un rail, sur la route. Pareil, il y a des sujets de connexion. La technologie sur lesquelles on croit, en tout cas sur lesquelles on mène des expérimentations, c'est l'induction. Donc pour les gens qui ont les derniers, par exemple, téléphones portables, c'est le fait de poser son téléphone portable sur un petit objet, et du coup ça recharge par induction. Et ça, on le regarde pour venir charger
en roulant les véhicules. Donc la batterie ne se décharge pas quand vous faites des longues distances sur autoroute par exemple, et vous arrivez, vous sortez de l'autoroute et vous avez votre batterie qui est complètement pleine pour faire les derniers kilomètres et aller dans des territoires voilà, ruraux ou urbains, ou même continuer vos chemins. Ça c'est intéressant parce que on pense qu'on a beaucoup d'expertise là-dessus, les expertises de la route avec nos travaux routiers, on a des opérateurs d'infrastructures, on a des gens qui conçoivent et déploient des systèmes électriques, et donc on a un certain nombre d'expérimentations qui sont en cours dans le cadre de consortiums industriels sur lesquels on va venir tester cette technologie. Donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement rouler plus tard sur des plaques à induction sur les autoroutes. Ou alors je schématise trop peut-être. L'objectif c'est de ne pas le voir, hein, à l'œil ça sera une route classique, mais ça peut répondre aussi à des sujets pour surtout les véhicules, les poids lourds, qui ont besoin aussi de faire beaucoup de kilomètres, ça peut potentiellement recharger les batteries. Sur ces technologies-là, on est à quelle échéance, quel calendrier ? Alors là, aujourd'hui, il y a beaucoup de freins technologiques à lever, d'incertitudes technologiques à lever. Donc on débute en 2020 un certain nombre d'expérimentations sur des sites, on va dire, dans la vraie vie, et sur des sites aussi de recherche pour aller tester les... Alors il y a déjà eu quelques expérimentations sur ces thématiques, donc là on les développe à plus large échelle avec des vitesses commerciales à 130 km/h pour voir ce que l'on peut aller recharger sur ce type de véhicule. Alors c'est intéressant parce que vous avez parlé effectivement de prendre le véhicule et puis partir à la campagne. Frédéric Soumaniac, c'est vrai qu'on a souvent tendance, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, à restreindre la mobilité électrique à des petits véhicules urbains en centre-ville, mais la problématique, elle est beaucoup plus large. Tout à fait, bien sûr, la problématique, elle est autant urbaine que rurale. Aujourd'hui, il y a plus de véhicules électriques en rural qu'en urbain. Et en plus, on le disait tout à l'heure, mais bientôt, on pourra de toute façon plus être en voiture dans les centres-villes. À Paris, même en véhicule électrique parfois. Donc évidemment que la mobilité électrique, ça concerne tout le monde, c'est partout et pour tous, et évidemment autant en rural qu'en urbain. Et ça, c'est l'intérêt d'être un opérateur national, c'est que justement on peut travailler sur tous ces cas de figure, tous ces cas d'usage, que ça soit des petits véhicules autonomes qui remplacent une ligne fermée de la SNCF, par exemple, que ça soit là il y a un Paris-Amiens aujourd'hui en Flixbus électrique. Donc depuis un an ou deux maintenant. On parlait d'induction, on démarre, alors c'est peut-être le même projet, je ne sais pas, on démarre l'année prochaine, nous, un projet européen justement de recharge par induction. Donc on le démarre à Paris, mais on pourrait le faire ailleurs. Et c'est intéressant parce que justement, alors peut-être pas de la recharge en roulant, je ne sais pas, mais en tout cas pour des taxis par exemple, être à une station, une tête de station, attendre donc ses clients à un aéroport, une gare, l'induction pourrait tout à fait recharger. Pour revenir sur le rural et l'urbain, nous on le voit aujourd'hui, la préoccupation des collectivités territoriales, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle est vraiment autour de toute la mobilité douce, la mobilité propre. Et toutes ces collectivités territoriales s'emparent de ce sujet, quelle que soit la taille. Alors bien sûr, c'est peut-être plus fort et plus prégnant sur des métropoles, mais on parlait des bornes sur voirie. Il y a un certain nombre, il y a beaucoup de bornes aujourd'hui qui sont dans des petites communes parce qu'elles sont utiles, bien évidemment, en cas de recharge sur la voirie, etc. Et donc, il y a énormément de communes qui ont investi dans cette installation de bornes. Et nous, notre travail, justement, c'est, puisqu'on est une entreprise de service public, c'est de les aider à investir au bon endroit et au meilleur coût. C'est-à-dire qu'on va travailler avec ces collectivités locales sur l'emplacement exact de la borne. Ils font un schéma d'implantation de bornes. Ils disent, voilà, moi sur mon territoire, ma communauté de communes, je veux mettre 50 bornes, par exemple. Nous, on va travailler avec eux sur le schéma précis d'implantation par rapport au réseau pour leur dire, voilà, si vous raccordez votre borne ici, à cet endroit-là, au 22 de la rue machin et pas au 48, ça vous coûtera beaucoup moins cher parce que les infrastructures sont là. Donc ça, c'est aussi tout le travail qu'on fait en amont. Quand je disais co-construire, c'est tout à fait ça.
Vous dites que les villes sont finalement sensibilisées en tout cas à ce problème-là. Est-ce qu'elles prennent le projet à bras-le-corps? Et puis, est-ce que vous avez des exemples de projets dans la région Occitanie à nous faire part? Alors, oui, alors je parlais de. Alors, quand on s'est eu la semaine dernière, effectivement, 180 projets, j'ai regardé, on a un outil qui s'appelle Horizon et qui retrace l'ensemble des projets en France. Donc, réalisation et projets en France, quels que soient les cas d'usage. Et donc, on était à 198 ce matin. Donc, les collectivités territoriales se sont vraiment emparées du sujet, mais c'est un sujet alors, tout dépend de la taille de ces collectivités. Hein. C'est vrai qu'une métropole a beaucoup de spécialistes et a des gens extrêmement compétents et qui, Toulouse typiquement, hein, qui sont en capacité de travailler sur des projets de mobilité globaux. Mais donc là, on travaille avec vraiment des spécialistes. Par contre, l'intérêt aussi, c'est qu'avec notre maillage territorial, on peut aller travailler avec des collectivités territoriales beaucoup plus modestes qui, elles, se trouvent un peu démunies par rapport à cette problématique, parce que, ok, on voit bien une voiture électrique, est-ce que je dois mettre un bus, pas un bus, est-ce que c'est un bus électrique, est-ce que c'est un bus à hydrogène, enfin, ils se posent plein de questions. Résidentiel collectif, on parlait de la nécessité et des freins. Le frein majeur aujourd'hui, c'est j'ai pas de borne de recharge dans mon parking de mon logement. Bien sûr, quand on est en maison individuelle, ce n'est pas le problème, mais dans mon logement neuf ou mon logement existant, il faut impérativement qu'on arrive à mettre des bornes. Et nous, on travaille avec l'ensemble des opérateurs. Nous, on ne vend pas de bornes, on ne vend pas de voitures. Donc, on est tout à fait neutre et on travaille avec eux, justement pour ces bornes. Les exemples sur l'Occitanie, j'en ai deux en tête sur Toulouse. Fin d'année, je crois, je vois le responsable mobilité électrique sur la direction régionale. Il y aura une navette autonome à l'aéroport qui fera centre-ville aéroport. Donc ça, c'est pour fin d'année, si c'est toujours ça. Et puis, je crois qu'il y a eu une démonstration aujourd'hui, et peut-être demain aussi, d'un petit robot, Siden, qui, ça c'est intéressant parce qu'on est dans la perspective de ne plus mettre de voiture en centre-ville. Et donc, c'est un robot qui suit nos techniciens d'intervention, donc qui est autonome, qui suit notre technicien pour ses interventions en centre-ville, qui va le suivre, va prendre le bus avec lui, le métro, etc. Et dans ce petit robot, il a tout son équipement, le matériel, etc. Donc plus de voiture. Et ça, c'est incroyable parce qu'à la fois nos salariés sont super contents, et évidemment parce qu'ils n'ont plus le stress de la voiture, de se garer, etc. Puis c'est un petit côté sympa quand même. Et les gens qui les croisent sont hyper curieux et il y a vraiment un mouvement de sympathie autour de ce robot. Voilà, c'est deux petits exemples, mais on pourrait en citer plein d'autres. Moi, je suis vraiment attaché à ce qu'on travaille avec, donc je disais, l'ensemble des opérateurs, des parties prenantes, pour justement balayer l'ensemble de tous ces cas d'usage. Et au bout d'un an et demi, on n'a pas vu d'impossibilité. C'est ça qui est important, je crois, aujourd'hui. On a toujours réussi à, que ce soit un bus, un bateau, un tramway, etc., on a toujours réussi à arriver au bout du projet de l'expérimentation. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une question importante qui est celle de déployer les bornes finalement dans les résidences, dans les parkings des résidences. Éric Gagneux, voilà une piste d'orientation pour The Watt. Si je suis une entreprise ou un promoteur immobilier et que je veux faire appel à vous, je fais comment? Alors, c'est assez simple, hein, il suffit de nous envoyer un mail. Voilà, on vient vous voir, on fait une étude, on fait un chiffrage et si la solution vous convient, on avance rapidement. C'est assez simple. Après, ce que vous disiez, je voudrais rebondir là sur le résidentiel. Effectivement, c'est un vrai sujet. C'est un marché sur lequel nous, pour l'instant, on n'y est pas. Mais je ne sais pas si vous avez lu dans la loi L'Homme, il y a quand même des avancées significatives qui vont quand même pousser les promoteurs et tout le résidentiel collectif à avoir du prééquipement et de l'équipement. C'est-à-dire qu'il y aura obligation, à partir de certaines dates, d'équiper les parkings avec des bornes de recharge. Donc le fait d'installer une borne, d'avoir des coûts supplémentaires refusés par la copro, tout ça, ça va être des freins qui vont être balayés. Alors malheureusement, ça va concerner le neuf, mais en tout cas, c'est une avancée significative. Et c'est une évolution à signaler là, dans le cadre de ce débat, puisque c'est quand même un beau pas en avant. La loi L'Homme.
pour l'existant, parce qu'effectivement dans le neuf c'est ça, mais il y a un autre élément dans la loi, c'est ce qu'on appelle le taux de réfaction, donc je ne vais surtout pas être technique, mais qui va permettre justement de diminuer, en tout cas de faire en sorte que 75% du coût de l'installation soit pris en charge, et ça c'est extrêmement important dans le cadre donc, de bornes qui seront mises dans le collectif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, objectivement, si vous avez envie d'acheter une voiture électrique, vous êtes dans un immeuble, vous n'avez pas de borne dans votre parking souterrain, c'est pas simple. C'est entre 12 à 18 mois entre le moment où vous avez exprimé l'idée d'avoir une borne et le fait peut-être qu'en assemblée générale de vos copropriétés, on donne le feu vert. Alors après, vous pouvez installer une borne à titre individuel. Il y a plein d'opérateurs qui font ça, mais si on veut avoir une installation collective, et c'est quand même ce qui prépare l'avenir, hein, c'est pas juste le propriétaire qui va avoir sa borne sur sa place de parking. Alors, il faut réfléchir à 10-15 ans plus tard, et du coup là, effectivement, c'est intéressant. Donc Éric Gagneux, si j'ai bien compris, aujourd'hui en tout cas, on est sûr que le véhicule électrique va détrôner le thermique. On est parti pour. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut dire, c'est une croissance qui est relativement lente, mais qui est durable, qui est certaine, qui est inéluctable. Et alors, il y avait un article qui est passé dans la presse aujourd'hui qui parle de 7% de part de marché, entre 3 et 7% de part de marché pour l'an prochain déjà. Donc c'est une belle évolution par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, puisqu'on est autour de 2,5% de part de marché. Il y a effectivement, alors, si vous allez au salon de l'auto à Toulouse, là, vous allez voir que chaque marque, chaque constructeur a son véhicule électrique maintenant. Donc, et il y aura vraiment une obligation de mixer, d'avoir un mix de vente où il y aura des véhicules électriques. Donc, et effectivement, alors, ça va rester quand même assez lent. C'est pas un marché exponentiel, on le sait, puisque c'est un marché, c'est une industrie qui est très lourde, les changements sont très longs et lents à venir, mais en tout cas, ils sont certains. Et effectivement, on s'achemine vers une belle part de marché de l'électrique, du 100% électrique, de l'hybride rechargeable. Et après, quelle part restera au thermique, ça, l'avenir nous le dira, mais il y a effectivement une croissance très forte et voilà, et on sait qu'on est parti. Très bien, alors il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses avec la salle, donc on va voir s'il y a des questions ou des réactions dans la salle. Juste, je profite, le temps que tout le monde se pose un petit peu des questions, pour saluer le fait que vous avez vous-même, The Watt, gagné un prix il y a 2 ans ici même, à Futurapolis. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que j'ai répondu avec grand plaisir à cette invitation, parce qu'il y a 2 ans, je pitchais et j'ai présenté le concept de station-service électrique au travail, qui a plu, et j'ai gagné le 2e prix. Voilà, donc on était plutôt fiers. Et voilà, et donc je suis ravi d'être là pour reparler de l'entreprise 2-3 ans après. Parfait. Y a-t-il des questions, des réactions dans la salle pour nos intervenants ? Alors on vient de me dire qu'il n'y a que 5 minutes, donc on ne prendra pas toutes les questions, peut-être que si. Monsieur. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué pendant le débat et qui me semble quand même assez important, puisque c'est une des critiques les plus récurrentes qu'on entend ces dernières années par rapport aux véhicules électriques. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de toutes les études qui nous montrent que dans les pays où la production d'électricité n'est pas verte, c'est-à-dire tous les pays du monde, les véhicules électriques, par rapport aux véhicules thermiques, ne font que déplacer la pollution des villes au lieu de production d'énergie à partir d'énergie fossile. Alors, qui répond par rapport à l'origine de cette électricité ? Julien ou Frédéric ? Ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors vous le disiez, on a la chance en France d'avoir une production d'énergie très décarbonée. Donc le véhicule électrique a un vrai intérêt en France en matière de rejet de CO2, et on ne déplace pas justement cette problématique ailleurs. Il faut regarder l'ensemble du cycle de vie, effectivement,
d'un véhicule électrique, de la fabrication, l'extraction des métaux rares, etc., les batteries, jusqu'à évidemment le recyclage complet. Et tout ça doit se mettre en œuvre et doit démarrer. Clairement, aujourd'hui, nous, on a 2200 véhicules électriques dans notre flotte interne à l'entreprise. Nos premiers véhicules, on les a depuis 5-6 ans. Donc un véhicule électrique, nous, on les a pour 8 ans, en gros. Donc on commence à travailler justement avec Renault pour voir quel est l'usage des batteries de seconde vie, comment on va faire pour recycler et être, je dirais, le plus respectueux de l'environnement sur l'ensemble de la chaîne. Mais bien sûr, un véhicule électrique dans des pays qui n'ont pas la même mode de production d'électricité qu'en France, c'est clairement un problème. Ça déplace un peu la problématique. On n'est plus sur des rejets de diesel, etc., mais sur d'autres problèmes. Alors, Je Frédéric. vais faire juste deux compléments. Un, il y a aussi un sujet de santé publique dans les villes, puisque vous enlevez quand même les échappements dans les territoires. Et l'enjeu, ça reste quand même sur la facture énergétique d'électrifier beaucoup d'usages, parce qu'en même temps, sur l'énergie primaire, l'objectif de l'ensemble des réglementations, c'est de décarboner l'ensemble de la production d'énergie. Donc c'est pour ça que les réglementations aussi poussent sur le shift vers de l'électrique, parce que en même temps, elles souhaitent fortement décarboner la production de l'énergie. Eric, pour conclure. Juste un dernier mot rapide. Je vous invite, monsieur, à consulter un rapport de la Fondation pour la Nature et l'Homme qui a étudié justement l'impact du véhicule électrique et montré que dans le cadre d'une production d'énergie 100% renouvelable, à partir de solaire et d'éolien, le véhicule électrique avait sa contribution même très forte pour le stockage et pour la restitution de l'énergie. Et c'était pour les pays qui ont un mix énergétique défavorable en termes de consommation d'énergie fossile. C'était un des vecteurs possibles pour changer le mix énergétique et avoir une autre production d'énergie, effectivement. Donc, il y a des pistes. Messieurs, merci beaucoup pour vos interventions et votre témoignage.